J'ai passé mon année de césure l'an dernier dans une zone de guerre. C'est-à-dire, au début, j'ai commencé mon année de césure en me disant je vais faire des stages. C'est-à-dire, j'avais trouvé un stage dans une rédaction à Moscou. Ça devait durer 3 mois. Puis finalement, ça s'est assez mal passé avec la rédaction. Et au bout d'un mois, je me suis fait virer, quoi. Enfin, c'est des choses qui arrivent. Pour une question de désaccord sur la ligne éditoriale, ils étaient assez pro-russes, c'était une rédaction francophone basée à Moscou. Et dans la foulée, on m'a résilié mon visa. J'ai vu des amis qui m'ont dit si j'étais à ta place, j'irais vendre des piges. Donc j'ai pris mon billet de train pour Kiev depuis Moscou et je suis allé en Ukraine. Il n'y avait pas besoin de visa, j'y suis allé. Ça, c'était le début de mon aventure ukrainienne qui au final a duré, moi, dans le temps, un peu plus d'1 an. Donc au total, j'ai passé quasiment 1 an en Ukraine et dont 3 mois en zone de guerre, côté séparatiste. Et là où on s'attaque à la question Brave New World, en fait, c'est aussi, on assiste aujourd'hui à des nouveaux types de conflits. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a vu en Ukraine, vous suivez l'actualité de l'Europe de l'Est, c'est votre délire. Vous avez dû en bouffer au cours de vos études. On a vu ce qu'on appelle l'émergence d'une guerre hybride. Alors c'est un mot sur lequel on s'interroge encore, est-ce que ça existe vraiment le concept de guerre hybride? Mais il faut dire effectivement que ce qu'on a vu en Ukraine, c'était d'abord dans la Crimée, une invasion qui ne disait pas son nom, avec l'apparition sur place de soldats russes sans emblème, avec un État russe qui refuse de dire « nos soldats sont ici », une annexion en bonne et due forme. Et puis ensuite, dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass, on a vu des milices, a priori des personnes qui s'armaient eux-mêmes, puis ensuite on a vu l'apparition de matériel militaire de plus en plus lourd. Donc d'abord des Kalachnikov, et ensuite progressivement des tanks anciens, puis des tanks modernes, puis des systèmes d'armement antiaérien. Et tout ça a pris l'aspect d'une guerre de tranchées, qui aujourd'hui a fait 10 000 morts, pour le moment, selon les chiffres de l'ONU qui sont souvent sous-estimés. Et ça pose une question, en fait, c'est comment est-ce qu'on bosse dans cet environnement-là? Il y a des nouvelles formes de conflits. Est-ce que ça implique qu'il y a des nouvelles formes de reportage de guerre? Ça me semble logique. En gros, il y avait une propagande qui venait avec la guerre hybride. La guerre hybride, on peut dire, c'est l'association de formes de guerre conventionnelles et non conventionnelles. C'est-à-dire, d'une part, oui, les gros tanks, vas-y, à l'attaque, davai, et ensuite, des actions de guerre cyber, avec du hackage en long, en large et en travers, mais aussi un énorme effort de propagande. Et ce qu'on a vu au cours de cette guerre en Ukraine, on a vu le déploiement d'une propagande qu'on n'avait jamais vue avant côté russe, avec la mobilisation de tous les médias nationaux, de beaucoup de médias privés aussi, et véritablement parfois l'invention d'informations complètement délirantes, ou la manière de présenter les informations qui était complètement délirante. Donc on surnageait dans un océan d'informations soit biaisées, soit inventées, soit complètement fallacieuses, et il fallait se repérer là-dedans. Le seul moyen, a priori, c'est d'aller sur place. Parmi les exemples, on a, je me souviens, à l'été 2014, il y a eu le cas comme ça, un reportage qui parlait d'un enfant de 3 ans qui avait été crucifié par les soldats ukrainiens, en place publique. Bon, les journalistes sont allés sur place, ils ont dit personne n'a été crucifié, c'est juste de la propagande. Enfin, il faut dire à quel point les soldats ukrainiens auraient été des monstres de faire un truc pareil. Il y a eu en septembre l'apparition sur les chaînes de télévision russes d'infos disant qu'on aurait trouvé des fosses communes dans l'est de l'Ukraine, que les soldats ukrainiens auraient massacré des gens et fait des fosses communes. Donc au début, les séparatistes disent oui, il y a quelques dizaines de cadavres. Après, une chaîne de télévision parle de 40 cadavres. Et le 1er octobre, Sergueï Lavrov, Premier ministre, parle de 400 cadavres. 400 cadavres, ça fait du monde. Il me semble que c'est Amnesty International qui est venu sur place, qui a enquêté. En fait, il y avait 9 cadavres. La majorité d'entre eux des combattants, et 4, effectivement, étaient victimes d'exécutions extrajudiciaires de la part de l'armée ukrainienne. C'est déplorable, mais c'est pas 400 cadavres. Et donc voilà, enfin, grosso modo, qu'est-ce que ça change pour un journaliste de travailler dans un contexte de guerre hybride, où il y a cette espèce de non-dit sur le déploiement des forces, d'une part,
mais aussi de grandes machinations médiatiques pour soigner l'implication des forces, soit diaboliser l'adversaire, qui encore une fois ne sont pas des choses nouvelles, mais qu'on a vues à une échelle jamais vue en Ukraine avant. Et je ne dis pas que les Ukrainiens sont des anges non plus, effectivement, eux aussi ont employé une certaine forme de propagande, mais pour des raisons qui sont assez nombreuses, notamment le fait que les médias ukrainiens appartiennent à divers types d'oligarques qui ne suivent pas de stratégie cohérente. Il n'y a pas eu de grande stratégie pro-ukrainienne de diabolisation de la Russie dans les médias ukrainiens, ou alors à moins grande échelle. Bon, tout d'abord, il faut parler d'un truc, c'est... avant de dire, est-ce qu'il y a une nouvelle forme de reportage de guerre? C'est quoi le reportage de guerre, honnêtement? Ça me rappelle un moment avec un ami qui était correspondant de Libération. Il faut imaginer l'endroit où on était tous les deux à Donetsk, dans un espèce d'hôtel un peu chicos, 4 étoiles, sympa, où on se retrouvait, mais c'est pas où on logeait, hein, ça coûtait 100 balles la nuit, on n'avait pas la thune, hein, mais en tout cas c'était sympa. Et on se retrouvait là pour travailler, pour boire des coups et pour discuter. Donc partout dans le lobby, il y avait des mecs en armes, des businessmen un peu louches, des prostituées, enfin l'ambiance d'une zone de guerre dans un hôtel chic, quoi. Tout ce que la région compte de plus festif. Et on discutait, on se disait, mais mec, tu crois vraiment qu'on est reporters de guerre maintenant? Enfin, est-ce que le fait d'être là actuellement, ça fait de nous des reporters de guerre? Lui, ça faisait 4 ans qu'il était en Ukraine. Ça faisait 4 ans qu'il couvrait l'actualité. Et il n'aurait jamais pensé que ce pays en paix puisse basculer dans la guerre, un jour. Moi, je déboulais, ça faisait 1 mois que j'étais là, j'avais même pas mon diplôme d'école de journalisme. Autant vous dire, moi, reporter de guerre, j'y crois pas une seconde, quoi. Et effectivement, les exigences sont les mêmes pour le reportage de guerre comme ailleurs. L'exigence d'objectivité, de respect des sources, d'honnêteté. C'est a priori, il n'y a pas grand-chose qui diffère. Vous connaissez votre Clausewitz, vous savez que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Comment on peut comprendre une guerre si on ne comprend pas le contexte politique, historique, culturel du pays dans lequel on se trouve? Avant d'être reporter de guerre, il faut être reporter sur la zone qu'on connaît. Aucune guerre n'est la même. Donc on se dit, oui, bon, reporter de guerre, après tout, ça n'existe pas, on est juste là parce qu'il y a un conflit, il faut le faire, mais on couvre l'Ukraine. Voilà. Et puis on a vu apparaître des trucs, on s'est dit, voilà, enfin les dangers d'intox sont les mêmes partout. On a remarqué, effectivement, il y avait des différences, enfin le risque de se prendre un obus sur la tête, de se faire tirer dessus, effectivement. Que le respect des sources n'était plus juste un vague mot, que si jamais on mettait le nom d'une personne, elle pouvait se faire tuer dans un article. Et ça nous est arrivé, à certains d'entre nous, d'avoir une source qui disparaisse. Ça m'est arrivé personnellement. Et puis on a remarqué que dans ce contexte de guerre hybride, il y avait quelque chose de nouveau aussi, c'est que, enfin, pas réellement nouveau, mais le journaliste est de plus en plus mis en cause dans sa neutralité. Dans la mesure où l'information est devenue un élément de guerre, dans la mesure où l'information est devenue une arme, le journaliste lui-même est le vecteur de cette information, est le vecteur de munitions quelque part. L'information est devenue cruciale dans ce genre de conflit. Donc notre neutralité est constamment remise en question. Bon, on me demandait tout le temps, t'es espionne, t'es un espion? Ah non, je suis pas un espion, je suis journaliste français, blablabla. Mais il fallait se prémunir contre ce genre de risque. Et ça nous est arrivé à tous de se faire plus ou moins chahuter, séquestrer, menacer, que ce soit par les séparatistes ou par les Ukrainiens. Donc notamment un épisode peu glorieux du contre-espionnage ukrainien qui m'a mis 4 heures dans une cave avec un Makarov sur la table à me dire « Bon alors, qu'est-ce que tu foutais dans les Ukraine ?» Bon, puis on est reparti bons amis parce qu'ils ne sont pas complètement débiles. Mais voilà. Et on a remarqué d'autres trucs, c'est que il y avait un nouveau risque en fait pour les journalistes qui apparaissait, c'était de se faire enfumer sur les questions techniques. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais un autre exemple, il y avait un journaliste américain qui est venu nous voir un jour dans le même Ramada, le même hôtel, voilà, on était en train de boire nos bières, longue journée, on se repose. Il vient nous voir et il commence à chuchoter, il nous dit « Les gars, j'ai une histoire qui pourrait tous nous faire tuer. » Et il nous a tout de suite raconté ce que c'était. Donc on allait tous se faire tuer, super. Il nous a dit, il y a le SBU, les services de renseignement ukrainiens, qui m'ont donné un document secret. Et qui dit grosso modo que les séparatistes sont en train de construire une bombe sale.
Alors pour ceux qui ne savent pas, une bombe sale, c'est simplement compliqué à faire. C'est une bombe conventionnelle, donc un explosif, avec enrobé autour des éléments radioactifs. Le but, c'est une arme de destruction massive, enfin une arme de terreur en tout cas. Le but, c'est de faire exploser ça. Imaginez Manhattan. Après ça, enfin, le PIB américain est divisé par 2. Enfin, c'est l'idée, grosso modo, c'est que les séparatistes étaient en train de construire une arme de terreur massive qu'ils allaient peut-être larguer sur Kiev. Ça m'a paru complètement débile comme hypothèse, parce que pour assembler ce genre d'armes, il faut un niveau technique que ces gars-là n'avaient pas. La Russie n'avait aucune envie de les laisser faire joujou avec des armes radioactives. Et puis, à un moment, il faut aussi la trimballer jusqu'à Kiev. Enfin, il y a une sacrée trotte quand même de Donetsk jusqu'à Kiev. Le tout en trimballant une arme de destruction massive, discrètement. Non. Bah, croyez-le ou non, l'article est paru dans Newsweek et dans Times. Il s'est fait enfumer. Il s'est fait complètement enfumer. Donc voilà, il fallait faire gaffe à ça. Et c'est là qu'on a compris, en fait, qu'il y a une nouvelle exigence pour les journalistes dans les zones de guerre aujourd'hui. C'est qu'il faut connaître la technique, il faut connaître le matériel, il faut savoir distinguer un tank d'un autre tank. C'est tout bête, hein. Mais prenez l'exemple du... vous vous souvenez du crash du MH17, juillet 2014. Un avion vole tranquillement au-dessus du Donbass, quand tout à coup, un missile l'éclate, 298 morts. La Russie et l'Ukraine qui se renvoient la balle, c'est toi qui l'as abattu, non, c'est toi. Bon, c'est un secret de polichinelle. On sait que c'est la Russie qui... Enfin, on sait que c'est un missile russe qui a battu l'avion. Que le missile est parti des territoires pro-russes. Mais il y a eu une telle campagne de propagande que ça a complètement... On n'a pas su finalement. Enfin, il y a une vraie campagne informationnelle. Et au terme de ça, finalement, les gens se sont dit oui, c'est peut-être les Ukrainiens, c'est peut-être les Russes, blablabla. En fait, il suffisait de regarder les détails techniques. Suffisait, non. Mais en regardant un peu les détails techniques, on sait que le seul système de défense antiaérien capable d'abattre ce genre d'avion, c'était un système, je dirais pas russe, mais quand même. Et on a vu des trucs amusants. On a vu sur la fiche Wikipédia de cette arme que le lendemain du crash, le plafond de tir de l'arme n'était plus 10 000 mètres, enfin 20 000 mètres, mais 7 000 mètres. Un hacker russe avait modifié vite fait la fiche Wikipédia pour dire non, regardez, ça peut pas être cette arme parce qu'elle tire pas assez haut pour abattre un avion de ligne. Bon, ils sont malins. Hein. Et finalement, en fait, ça nous a tous été plus ou moins utile, ce genre de nouvelles compétences. Quand on est en zone de guerre, on acquiert ce que j'appelle des compétences de boy scout. C'est-à-dire, on est confronté à des armements quotidiennement. Il y a un gars, il va nous montrer une arme, il nous dit ça c'est une Kalachnikov. Ok, c'est une Kalachnikov. Il y a un mec qui va te donner un gilet pare-balles, il dit ça va arrêter des balles de 7,62 mais pas des balles de 9 mm. Ah bon, pourquoi? Et après il nous explique blablabla. Et de fil en aiguille, on apprend à reconnaître des tanks, on apprend à reconnaître des... Enfin bref, on acquiert une petite connaissance militaire, du matériel militaire, de la technicité. On ne se dit pas que ça peut être utile. Mais en fait, c'est avec des choses comme ça qu'on a pu démontrer l'implication de l'armée russe dans l'est de l'Ukraine. Un exemple. J'ai fait un article, c'était en février 2015, sur l'aviation des séparatistes. Ça paraît absurde, on n'a jamais entendu parler d'avions dans l'est de l'Ukraine. Mais les séparatistes disaient, oui, nous avons des avions. Les mecs ont mis en place, ils avaient sorti 3 coucous comme ça, ils avaient installé des roquettes en dessous, ils se sont dit, ça y est, on a une force de frappe terrifiante. On va pouvoir faire méga mal à l'armée ukrainienne. Bon, c'était de la com. Mais c'était intéressant quand même. Parce que pour faire rouler un avion, il faut du kérosène. Et ça pousse pas dans le Donbass. Donc déjà, ça c'était un signe intéressant. Par ailleurs, il fallait des pièces de rechange, vu que ces trucs-là, c'était des pièces de musée. Donc, je me suis rendu sur place, je suis allé voir l'aérodrome. Et j'ai vu garer dans l'allée un système antiaérien qui s'appelle le Pantsir, qui est un système antiaérien très perfectionné, développé par la Russie en 2011 et jamais exporté. Qu'est-ce que ça foutait là? Le truc, c'est que si j'avais pas été capable d'identifier ce système antiaérien, j'aurais pas pu dire c'est les Russes. Vu que la logique, en fait, grosso modo, des Ukrainiens, enfin des pro-russes, c'est à chaque fois de dire nous avons cet armement parce que nous l'avons saisi aux Ukrainiens au cours de la bataille. C'est-à-dire les Ukrainiens ont fui, ils ont laissé leurs tanks, on les a repris. C'est difficile de prendre aux Ukrainiens un armement qu'ils n'ont jamais eu. Vous voyez la logique? Donc voilà, c'est là qu'en fait que je pense que pour ce genre de conflit, aujourd'hui une des exigences du reporter de guerre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que le terme reporter de guerre se justifie,
c'est qu'il faut acquérir cette technicité, il faut acquérir cette connaissance de l'armement et du fonctionnement des armes. Et puis il y avait un autre truc qui était intéressant, c'était les réseaux sociaux, les nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle Bellingcat, mais qui a sorti pas mal d'enquêtes récemment. Et en fait, là, les mecs ne vont pas sur le terrain. Ce qu'ils font, c'est ils suivent sur les sources, ce qu'on appelle l'open source. Ils suivent les réseaux sociaux, ils suivent les selfies qui sont postés en ligne. Ils voient un mec qui poste un selfie, disons, à Donetsk. Et puis ils vont regarder sur son profil et ils voient que le mec est soldat dans l'armée active. Ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'il y a eu une des enquêtes qui est, à mon avis, une des plus belles enquêtes qui a été faite sur la guerre en Ukraine. C'est un truc fait par Vice, où il y a un journaliste de Vice très talentueux qui a trouvé un profil sur Contact, qui est le Facebook russe, profil d'un soldat russe qui était déployé dans l'est de l'Ukraine. Et il postait énormément de selfies, ce garçon. Il postait des selfies partout, dans l'est de l'Ukraine. Et donc le journaliste de Vice a créé une page, il est allé dans l'est de l'Ukraine, il a recréé une page Contact, et il a fait des selfies aux mêmes endroits que ce soldat russe. Et après, il lui a envoyé la page. Il dit alors, des commentaires. Bon, évidemment, il a refusé de commenter, mais c'est une preuve, encore une fois, directe de l'implication de l'armée russe. Et c'est ce genre de choses qui permet en fait de traquer les armées, enfin les forces qui se dissimulent aujourd'hui dans les conflits hybrides. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce savoir-là est transposable d'un conflit à l'autre. Par exemple, prenez la guerre en Syrie. Bellingcat aussi a enquêté sur la guerre en Syrie. Il y a des enquêteurs russes qui n'êtes jamais allés en Syrie, ont réussi à démontrer rapidement l'implication de l'armée russe en Syrie, le déploiement. Moi-même, j'ai fait une enquête sur la manière dont les Russes avaient organisé leur déploiement là-bas, simplement avec des outils en ligne qui permettent de suivre en direct le trajet d'avion. C'est des trucs qui sont disponibles. Vous voyez, il y a plein d'avions en temps réel, que ce soit l'avion de Paris jusqu'à Berlin ou le transporteur cargo qui trimballe des flingues du Kazakhstan jusqu'à l'attaquer en Syrie. Et ça permet de faire énormément d'enquêtes, en fait. Donc on se dit, est-ce que vous réalisez qu'aujourd'hui, un des cartographes les plus renommés sur la guerre en Syrie, c'est un adolescent néerlandais? C'est un mec de 17 ans qui s'appelle Thomas van Linden, qui depuis 2-3 ans, dans sa chambre, suit des relevés géographiques, suit l'évolution du conflit, et il compile tout ça, il fait des cartes avec des couleurs, machin, il met ça en ligne. 70 000 followers. Enfin, c'est des interviews partout, et on voit de plus en plus ce genre de choses. Et c'est là qu'on voit un parallèle qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois l'apparition de formes de guerre qui mélangent de conventionnel et de non conventionnel, qui sont ce qu'on peut appeler hybrides. Et on a par ailleurs l'émergence de journalistes qui lui aussi un peu hybride, qui reste sur des formes conventionnelles. Il faut aller sur le terrain, il faut continuer d'aller sur le terrain. Mais par ailleurs, les enquêtes qu'on voit récemment avec ce genre de choses montrent qu'on n'a pas nécessairement besoin d'aller sur le terrain par ailleurs, ou que les deux se servent. C'est un nouveau type de guerre, un nouveau type de journalisme de guerre. Et l'essentiel, c'est de parvenir à chaque fois à suivre l'évolution de ces conflits pour pouvoir s'adapter au mieux possible et dénoncer les excès qui peuvent être commis et les enfreintes aux lois internationales comme on l'a vu en Crimée. Je vous remercie.